bonjour à tous, en tout cas ceux qui sont là. Merci d'être venus pour le 3e webinar. N'hésitez pas dans le chat à nous dire, on était curieux avec Mathieu de savoir si est-ce que vous avez assisté aux autres webinars ou pas. Et aussi, est-ce que vous connaissiez déjà Pitch, est-ce que vous nous connaissiez déjà nous ou pas. Voilà, c'est pour savoir un peu comment vous êtes arrivé là. N'hésitez pas à nous raconter ça dans le chat. Toujours intéressant, et puis comme ça permettra aussi de peut-être mieux cibler la prochaine fois et peut-être travailler aussi la communication, parce que c'est vraiment un tout début, un lancement. Donc, c'est ça. Puis s'il y a des éléments dont on a déjà parlé au webinar d'avant et que vous avez tous déjà fait le webinar, on évitera de vous le répéter. Du coup, on a fait déjà 2 webinars. Donc, le premier sur vraiment le product manager, le rôle du product manager. Le deuxième sur l'importance le recueil des besoins utilisateurs. Là, le troisième, on continue un petit peu à continuer dans la démarche produit. Et là, on est plus sur la gestion de la roadmap. Donc, on va parler roadmap pendant une demi-heure, une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure. Plus une demi-heure avec vous pour vos questions. Voilà, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Donc, il y a un onglet questions où vous pouvez poser les questions et mettre des votes pour les questions des autres. Il y a un onglet chat où c'est de la discussion. Et si vous voulez, même pour que ce soit plus interactif, comme on a testé avec Nicolas tout à l'heure, on peut même vous donner la parole à un moment pour les questions. Oui, voilà. S'il y a un échange, et puis après, s'il y a trop d'échanges, on vous demandera de venir plutôt en privé de discuter avec nous. Mais voilà. Mais voilà. Donc c'est parti pour le 3e webinar. Donc, petite presse d'abord. Voilà, petite presse rapidement. Donc c'est globalement de quoi on va parler. On va parler de la roadmap produit, des éléments clés donc présentation de la roadmap produit. Ça va être déjà c'est quoi la roadmap. On va un peu resituer l'église au milieu du village. Et ok, merci Vincent d'avoir écrit. Donc on va représenter un peu ce que c'est la roadmap, quel est son rôle dans une entreprise. On va avoir pas mal de choses à dire sur cette partie. Ensuite, qu'est-ce qu'une roadmap réussie en fait? C'est quoi les bons ingrédients pour que la roadmap soit réussie et c'est quoi un peu les défis qu'on a dans l'élaboration d'une roadmap? Ensuite, on regardera les outils. Vous verrez que nous, on n'est pas des fans des outils avec Mathieu. Désolé. Non, si on en a besoin, mais on n'est pas un grand fan de donner des outils aux autres, en tout cas, purement et simplement. On expliquera pourquoi, mais on en parlera quand même, on en présentera 2-3, et on peut échanger, bien sûr, s'il y a besoin. Exactement. Et puis ensuite, on vous donnera un exemple, nous, un petit peu notre retour d'expérience, parce que on va se présenter, mais on a travaillé avec Mathieu pendant pas mal d'années, et on avait justement un petit peu un framework d'élaboration de la roadmap. On vous présentera, nous, comment on s'y prenait, et on pourra en débattre. Vous pourrez nous dire que c'est pas bien, que vous avez testé, pas testé. Donc voilà, le but, c'est que ce soit un échange. Donc rapidement, pour se présenter... Alors, on va commencer peut-être par Pitch. On va commencer par Anne-Sophie, qui n'est pas là, mais qui est donc qui est la personne qui a réalisé ces belles slides. Et donc Anne-Sophie, c'est qui? C'est la personne en charge justement de la formation Product Management chez Pitch. Pitch, c'est une marque créée par Actinum, qui est une entreprise de formation. Et donc Pitch, c'est en gros, c'est l'association, c'est le partenariat entre Actinum, qui est un acteur de la formation, notamment autour du management des soft skills en France, et Wawiwa, qui est un partenaire sur la formation plutôt des métiers de la tech. Et donc, ils se sont associés pour créer Pitch. Et Pitch, c'est justement des formations sur les nouveaux métiers de la tech. Donc, Product Manager, je crois qu'ils ont Data Analyst aussi, cybersécurité. Et donc, Pitch, justement, organise des formations longues d'une dizaine de jours sur le product management. Avec Mathieu, on fait partie des formateurs justement sur ce parcours-là. Et donc Anne-Sophie, elle est en charge justement de la marque Pitch. Donc si jamais il y en a qui sont ensuite intéressés pour suivre le parcours de product management de Pitch, il y a bientôt une promo qui va démarrer, donc n'hésitez pas à contacter Anne-Sophie. Et voilà, et elle n'est pas là aujourd'hui, elle a un petit pépin, mais voilà, n'hésitez surtout pas à aller la voir, elle est très gentille. Voilà. Sur Paris, si vous venez sur Paris, ce sera avec nous. Et là, celle qui s'ouvre comme session, c'est celle de Paris. Voilà. Ceux qui ne sont pas à Paris, ce sera d'autres formateurs qui seront tout aussi beaux. Quant à nous, je commence. Donc moi, c'est Benoît, 30 ans, et donc je suis product manager depuis 7 ans maintenant, essentiellement dans des entreprises plutôt de type startup tech, SaaS, éditeur de logiciels. Et depuis 1 an, je suis passé à mon compte pour finalement pouvoir faire plus de choses et avoir plus de liberté quand même. Et donc, je suis passé de CDI à freelance et maintenant, je continue à accompagner des équipes et des entreprises dans leur démarche produit. Et puis, je fais également de la formation, c'est pour ça que je suis là. Je fais également des cours en école d'ingénieur pour former des product managers. Et je fais tout ça avec Mathieu. Voilà. Et moi, j'ai 40 ans, je suis un peu plus vieux.
Et je suis coach agile, donc pas dans le produit à la base. Et finalement, en fait, j'ai travaillé beaucoup dans le produit et accompagné en fait des entreprises dans leur réorganisation, dans leur bascule d'une culture projet à une culture produit, ou à mettre en place des process plus agiles. Donc voilà, beaucoup d'accompagnement pour ma part. Tout comme Benoît, je suis freelance depuis un moment, et là en ce moment j'accompagne des grosses entreprises, mais j'ai beaucoup travaillé aussi dans le secteur des médias ou des startups. Voilà, dans du lancement de produits, de valorisation, de levée de fonds et de croissance. Voilà. Donc, on n'ira pas plus loin. Le but, c'est pas de faire notre CV. En tout cas, si vous voulez discuter avec nous après, que ce soit en message, par LinkedIn ou autre, n'hésitez surtout pas. D'autres l'ont fait dans le webinaire 2. Et c'est toujours sympa de prolonger les discussions. Donc. C'est ça, il ne faut vraiment pas hésiter. En tout cas, on ne mord pas. Et puis, n'hésitez pas, vous passez sur les LinkedIn. Et puis, si vous êtes intéressé par des formations, etc., vous allez voir côté Anne-Sophie. Vous avez envie de continuer cette discussion qu'on a aujourd'hui, ou même en ouvrir d'autres sur du produit, vous venez nous voir. Enfin, voilà. Sentez-vous à l'aise avec ça. Yes. Du coup, c'est parti. On va un peu rentrer dans le dur. Et donc là, je vais bientôt arrêter de partager les slides, dans le sens où les slides, vous voyez, elles sont très light pour vraiment créer de la discussion. Et donc, le premier sujet, c'est déjà de repartir un peu comme dans une disserte de philo. On va déjà définir un peu les termes. Donc, on repart du besoin. Donc, déjà, c'est quoi une roadmap et à quoi ça sert en fait? C'est quoi son rôle dans une entreprise? Donc là, j'arrête juste de partager pour que vous ne voyez pas juste nos têtes, pour que vous ne voyez pas juste ces gros slides. Tac, et que ce soit un petit peu plus interactif. Voilà, nickel. Et du coup, en fait, avant de parler un petit peu de roadmap, on a envie de prendre un peu de recul et de regarder la vision un peu high level et de resituer un peu les différents termes qu'on entend. Parce qu'on entend souvent parler de vision, de stratégie, de roadmap, de release plan. Et souvent, on mélange un peu tous ces termes. Et en fait, la roadmap, c'est pas du tout ce qui vient en premier. Donc, on pourrait même faire un autre webinaire sur plutôt la vision, la stratégie. On aurait dû faire un autre webinaire avant. Et donc là, on va plutôt prendre le point de vue un peu high level au niveau de l'entreprise. Ensuite, Mathieu, il va vous montrer que tout ça, ça reste des fractales et qu'on peut zoomer au sein d'un projet de la roadmap. Mais si on prend un peu de recul, finalement, avant de parler de roadmap, on va parler de vision, puis de stratégie, puis de roadmap. Donc la vision, finalement, c'est quoi? Toute entreprise a une vision qui permet de dire pourquoi on crée notre produit, pour qui, et finalement où est-ce qu'on veut aller. C'est un peu quel est le monde futur que l'on voudrait créer avec notre entreprise. Donc, en général, il y a toujours une vision entreprise qui est dictée par les fondateurs, par le top management, par le comité de direction. Et finalement, derrière, cette vision d'entreprise, elle va infuser au niveau de chaque département, sales, produits, customer success, tech, etc. Et chaque département va finalement créer sa vision à lui. Donc nous, là, on va s'intéresser à la vision produit, mais en fait, chaque département créerait sa propre vision. Et le but, c'est que chaque vision de chaque département soit alignée avec la vision de l'entreprise. Et donc, la vision produit, c'est quoi? C'est quelque chose d'assez concis, d'assez prophétique, où finalement, on est en train de dire, demain, dans 5 ans, grâce à notre produit, voilà quel est le monde qu'on veut créer. Si vous allez regarder un peu les visions d'un Amazon, ça s'appelle Vision Statement, vous pouvez taper LinkedIn Vision Statement, Amazon Vision Statement, souvent c'est une phrase très prophétique, très inspirante, qui LinkedIn, donne un horizon. C'est connecter les professionnels. Voilà. Amazon, c'est fournir un endroit où tout le monde peut vendre n'importe quoi. Et ça, c'est une vision. C'est finalement le cap. C'est où est-ce qu'on veut aller, dans quelle direction. Derrière, et d'ailleurs, pour vous aider un peu, souvent, ce qui est mis en place pour définir sa vision, pour savoir si on est en train d'aller dans la bonne direction ou pas, on ne rentrera pas trop dans le détail, mais on pourra en parler plus tard, c'est ce qu'on appelle une North Star métrique. C'est un peu c'est l'étoile du Nord, l'étoile du berger. Ça permet en fait au niveau de l'entreprise de définir une métrique, un KPI donné unique, qui permet d'aligner toutes les équipes et qui permet de savoir si on va bien dans la direction de la vision. Ensuite, une fois qu'on a notre vision, donc on sait où on veut aller, faut savoir quand même comment on va y aller. Ça, c'est plutôt la stratégie. Donc là, on rentre plus dans du comment. C'est finalement quelle fonctionnalité, quelle techno on va utiliser, quelle organisation on va mettre en place dans l'entreprise. Et ça nécessite de définir des objectifs assez clairs, de dire notre produit, très bien, on veut aller dans cette direction. Maintenant, comment on veut le faire? Et une manière de le faire, ça peut être de définir ce qu'on appelle des OKR. Pareil, on pourrait rentrer dans le détail si vous le voulez via des questions. Et en fait, la roadmap, elle arrive qu'en troisième temps, c'est le quand. C'est uniquement le plan, c'est de dire, c'est un peu le plan quinquennal, de dire, OK, on sait où on veut aller, on sait comment on veut y aller, maintenant, quand est-ce qu'on y va? Et là, on va un petit peu découper finalement notre produit en disant, on va commencer par telle grosse feature, telle grosse feature, telle grosse feature. Donc, même plus que le plan, on pourrait parler de planification plutôt. Oui. Comme ça, on rentre moins dans le détail, c'est plutôt la dimension temporelle qui est rajoutée. Exactement.
Du coup, bah, voilà, ça c'est pour prendre un peu de recul et de voir qu'en fait, souvent, je ne sais pas si c'est votre cas, on est curieux d'avoir aussi vos retours d'expérience dans les commentaires, mais souvent la roadmap, c'est quelque chose qui cristallise beaucoup de réactions, de débats dans une entreprise, entre les commerciaux, entre le produit, avec les clients. Mais finalement, ça arrive qu'en troisième temps. Et les prérequis déjà pour bâtir sa roadmap, c'est de savoir où est-ce qu'on veut aller, comment on veut y aller. Donc déjà d'avoir une vision claire. Voilà, ça c'était un peu pour cadrer les choses. Mais après, bon, c'est ce qu'on disait aussi au début, c'est une fractale. C'est-à-dire qu'on a cette vision d'entreprise, mais on va peut-être pas la redéfinir non plus tout le temps, etc. Mais elle existe aussi au niveau de votre gestion de produit ou même de la gestion projet, si on devait parler en termes de projet. On peut commencer toujours un projet par une vision. Une vision, c'est-à-dire ce document de vision, alors ça vient de méthodes comme le RUP, par exemple. C'est quelque chose de très succinct, très court, qui explique sur une page à qui on s'adresse, pourquoi, qu'est-ce qui rentre dans le scope, ce qui est en dehors du scope, quelles sont les personnes qui vont participer, quelles sont les parties prenantes aussi. Et voilà, ça nous donne une vision qu'on peut partager à tout le monde. À partir de cette vision, finalement, si le projet ou le produit se lance et qu'on veut commencer à le faire, on va établir une stratégie. Dans un projet, on va essayer de calibrer un peu une équipe projet. Côté produit, on va savoir quelle équipe produit va être en charge. On va regarder les méthodes qu'on va appliquer, quels sont les frameworks qu'on va choisir, quels sont les technos. Donc là, on reste vraiment dans de la stratégie. Et enfin, alors là, je vais parler plutôt agilité, mais ça marche aussi sur des cycles en V. On va parler enfin de roadmap, finalement, qui est de la dimension temporelle. Ça va être les différents sprints. On va avoir quelque chose qui va faire 5, 6, 7 sprints. Finalement, ça nous donne cette dimension. On va savoir quand est-ce que les choses vont arriver. Et chaque sprint, finalement, c'est une étape intéressante qui va apporter de la valeur. Et là encore, on va aller directement après sur le sujet, mais qui est cet outil de communication pour donner de la transparence et de la visibilité sur là où on va. Mais on voit que chaque sprint a aussi un objectif. Cet objectif, il dépend de cette vision et de cette stratégie. Et on prendra un exemple très concret. On pourra prendre un exemple plus concret pour bien comprendre effectivement comment ça fonctionne avec des métaphores, parce qu'on aime bien les métaphores ici. On aime bien parfois un peu sortir du cadre purement informatique ou quoi, et de prendre des exemples plus de la vie de tous les jours qui permettent de vulgariser les termes. Alors parfois les métaphores ont leurs limites, mais ça permet parfois de raccrocher des choses à des concepts de tous les jours. Donc ça, c'était un peu pour la définition de la roadmap. Qu'est-ce que c'est ? Maintenant, quel est son rôle ? À quoi ça sert ? Je te coupe, mais n'hésitez pas, en fait, on va changer de section, on va remettre les slides à chaque fois qu'on passe à une nouvelle section. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat, vous les posez au fil de l'eau, nous on les regarde et quand on changera de section, on prendra les questions. L'objectif, c'est de ne pas dérouler sur des choses de plus en plus précises si déjà les premiers concepts sont très très flous. Carrément. Donc quel est son rôle ? Mais en fait, on va diviser un peu en deux. Il y a déjà le pourquoi on fait une roadmap et ensuite comment. Le pourquoi finalement de la roadmap, c'est plutôt, un de ses objectifs, c'est d'aligner les équipes et même les parties prenantes, parce qu'on pourrait intégrer les clients, les partenaires, justement autour de cette planification. On en avait parlé, je crois, lors du premier webinar. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, on peut en reparler un petit peu, mais on va dire un truc qui peut peut-être choquer, mais le product manager, qui est justement en charge d'établir cette roadmap, on n'attend pas de lui qu'il soit consensuel et qu'il fasse preuve de consensus, ce qui peut paraître bizarre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, faire du consensus, ce serait vouloir faire plaisir à tout le monde. S'il y a des product managers parmi vous, vous savez que vous recevez 1000 besoins à la minute de plein de gens différents et qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Non, les gens tirent un peu la couverture, chacun de leur côté, et la couverture ne bouge pas beaucoup. C'est ça. Imaginons que quelqu'un vienne vous dise « moi j'adore les bonbons », puis quelqu'un d'autre vient vous dire « moi j'adore la pizza ». Si vous faites preuve de consensus, vous pourriez être tenté de faire une pizza aux bonbons. Je sais que déjà des personnes n'aiment pas les pizzas hawaïennes, alors les pizzas aux bonbons, parce que j'aime la pizza, j'aime l'ananas. Moi j'aime bien les pizzas hawaïennes. Et donc ça c'est le problème. Si on veut faire plaisir à tout le monde, on va faire un produit un peu patchwork qui va finalement pas apporter de valeur aux utilisateurs. Et du coup, au lieu de faire preuve de consensus, on dit que souvent le product manager, il doit essayer de créer un alignement. C'est-à-dire qu'il va plutôt essayer de définir un cap, définir sa roadmap en s'inspirant, en se nourrissant du marché, des feedbacks des utilisateurs, de la concurrence, de la vision justement qui a été proposée par le management. Et derrière, son but, c'est de fédérer les gens derrière cette roadmap, cette vision donnée, et de développer un produit différenciant à haute valeur ajoutée.
Et donc la roadmap, c'est finalement un instrument qui permet justement d'aligner les gens derrière cette trajectoire, de dire voilà dans quelle direction on va, autant en interne qu'en externe, et d'aligner les gens derrière cette vision-là. Et ensuite, ça, si tu veux, tu peux en parler. On a aussi le fait que dans les faits, comment ça se passe, la roadmap, c'est aussi un outil de communication qui permet quand même de temporaliser des échéances, des chantiers, et de communiquer auprès des gens en disant voilà, on vous a entendu, ce besoin, on va l'adresser à tel horizon, ce besoin, peut-être qu'on ne va pas l'adresser du tout, parce que ce n'est pas justement dans notre direction. Et ça permet de communiquer et en interne, donc par exemple auprès des commerciaux, typiquement, pour leur dire au fait, ce projet est terminé, vous pouvez en parler auprès de vos clients, en disant on est en train d'attaquer ce projet, vous pouvez également en parler, on a déjà des maquettes à vous partager, etc. Donc ça permet de remettre tout le monde au goût du jour. Et en externe, donc avec le marché et les utilisateurs, la roadmap, il faut le voir tout simplement comme une réponse aux besoins des utilisateurs. Les besoins, vous ont remonté plein de choses, la roadmap, ça vient leur dire, ok, voilà comment on a traité vos besoins. Ça va leur donner de la visibilité. Regardez, on a pris en compte vos besoins. Celui-ci, on va le faire en Q1, celui-ci en Q2. Ça permet aussi de leur dire ce que vous n'allez pas faire. Moi, je me souviens de clients qui nous ont dit on préfère que vous nous disiez que ce truc, vous n'alliez pas le faire du tout, plutôt que vous nous disiez on ne sait pas, peut-être, oui, un jour. Ils disaient au moins, si vous ne le faites pas, nous, on peut le faire de notre côté. Donc, ça, c'est également une information qui est importante à donner aux utilisateurs. Et en fait, l'idée, c'est à la fin d'avoir un petit peu une adhérence. Alors, parfois, cette citation avec Mathieu, mais on dit souvent que aimer, c'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder dans la même direction. C'est un peu la même chose avec les clients. Le but, c'est pas juste que le client il scrute votre roadmap et est-ce que ça va être dans ma roadmap ou pas, ni que vous regardiez la sienne. Mais c'est plutôt de dire finalement, si vous et le client allez à peu près dans la même direction, il y a de l'adhérence entre les deux roadmaps, et là, ça peut être intéressant. C'est ça, normalement, c'est un partenariat aussi, c'est-à-dire qu'un contrat, c'est gagnant-gagnant, c'est deux personnes qui, ensemble, vont générer plus de valeur. On va chercher quelqu'un qui n'a pas qui a d'autres compétences que les nôtres pour nous accompagner, et vice-versa, et tous les deux, on essaie d'aller à un endroit ensemble. L'objectif, c'est que chacun y trouve son compte, et qu'en plus, on arrive un peu à répliquer ce modèle au maximum pour pouvoir, après, générer plus de valeur forcément et de croissance. L'exemple tout bête que je vais prendre pour expliquer un petit peu aussi le concept de roadmap. Et puis, un peu en fil rouge, on va un peu le réutiliser après. Oui, on va le réutiliser en fil rouge, mais les mots perdent parfois un peu de leur signification quand on les emploie un peu au quotidien, quand on les emploie dans le cadre dans un cadre professionnel, etc. Et c'est vrai que pour un Français, si on parle de roadmap, on va souvent parler directement, on va penser à de la technique, à du produit, à de la gestion de projet ou ce genre de choses. C'est vrai que si on en parle à un Anglais et qu'on sort de tout contexte, il va penser peut-être à effectivement une carte routière, ce qui est forcément possible. Et c'est l'exemple que je vais reprendre de la carte routière, mais moi, par exemple, je peux avoir comme vision, d'ailleurs j'ai cette vision, c'est je vais dans les Landes en vacances l'été. Pour passer des bons moments avec ma famille, des cousins, oncles et tantes. Voilà, ça vous intéressera peut-être pas, mais en tout cas, je vais quand même garder ça comme exemple. Et finalement, j'ai cette vision qu'on va passer des bons moments. En tout cas, j'ai envie de passer des bons moments, et surtout, j'ai envie d'aller dans un endroit où il fait plutôt chaud et où il y a la mer. Donc, j'ai choisi les Landes, plutôt que la Bretagne. Je dis ça pour me faire taper par des Bretons. Il y a la stratégie après. Donc la stratégie, c'est de savoir déjà si j'y vais en train, si j'y vais en avion, si j'y vais en voiture. Alors, du coup, nous, on est 4. Donc il y a le train, je regarde le coût, je regarde la voiture. Je me dis qu'aussi, il faut après que je puisse aller à la mer et revenir facilement avec des planches de surf. Et là, je me dis que le train, ça va peut-être compliqué, sauf si là-bas, je loue des vélos qui portent des... Bon, c'est toute la stratégie, en tout cas, qu'on va mettre en place. Sur cette stratégie-là, il y a aussi le voyage. Donc, pensez, est-ce que je vais faire des étapes? Où c'est que je vais m'arrêter? Est-ce que je vais aller manger au McDo? Combien de fois je vais devoir refaire de l'essence, etc., etc. Et enfin, après, il y a il y a la roadmap. La roadmap qui est, j'ai mon point A, j'ai mon point B, je pars de Paris, j'arrive dans les Landes, et finalement, en fait, pour aller là-bas, je vais partir tel jour. Je sais que je vais m'arrêter sur la route pour faire de l'essence. Je sais qu'après l'essence, en tout cas, j'aimerais, après l'essence, faire la pause déjeuner. Ou inversement. Après, peut-être que les gens me diront, il faudrait mieux faire la pause déjeuner avant de faire de l'essence. Et ainsi de suite. Et ça va arriver comme ça jusqu'au bout dans les Landes, je l'espère. Donc, je vais réaliser ma vision et mon envie. Le truc qu'il y a, c'est que je peux avoir des bouchons. Ma voiture peut crever. Il peut y avoir une déviation. Et finalement, en fait, ça va bouger ma roadmap. Mais en soi, on remarque que ça ne bougera pas ma vision. La vision va très peu bouger. Je vais
changer ma roadmap pour atteindre ma vision. Peut-être que ça changera un peu la stratégie. Pareil, la stratégie, ça va pas la bouleverser. C'est parce que je suis coincé dans les bouchons que d'un coup, je vais prendre le train. Non, je vais rester dans ma voiture. Peut-être qu'après coup, rétrospectivement, je vais me poser des questions en me disant, peut-être que ma stratégie à l'époque n'était pas la bonne. La prochaine fois, je vais tenter une autre stratégie. Mais voilà, en cours de route, changer de stratégie, ce serait inutile. Je ne vais pas descendre, prendre le train. Et donc voilà, plus on va descendre, la vision va très peu bouger. Cette stratégie, après, on l'adaptera, mais en tout cas, on essaiera de lui faire un cycle complet pour lui donner sa chance de fonctionner et avoir des feedbacks et des vrais retours, des vraies métriques. Et enfin, cette roadmap, elle n'est pas engageante. C'est l'objectif que je me donne un peu au fur et à mesure dans un ordre de temps. Je sais si là, je suis en avance sur mon temps, en retard sur mon temps. Mais dans tous les cas, de toute façon, même si je suis coincé 11 heures dans des bouchons, j'y reste et ça prendra du retard. Et peut-être des rendez-vous sauteront, on mangera dans la voiture plutôt que de prendre une pause d'1 heure assise au McDo. C'est ça, on va en parler après sur le côté non engageant, effectivement. Ok, ça c'était un petit peu pour... Il n'y a pas de questions. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas. Ça, c'est pour un petit peu la partie, donc, c'est quoi la définition et le rôle d'une roadmap. Maintenant, on va regarder, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, comment on construit une roadmap et c'est quoi les éléments clés d'une roadmap réussie. Donc, je vais arrêter le partage dans le sens où vous voyez, la slide n'a pas beaucoup plus d'infos que ça. Donc, on va vraiment se concentrer sur comment on la construit et à quoi on peut reconnaître une roadmap réussie ou pas. Finalement, comment on la construit, et là, on pourra prendre l'exemple juste après, enfin, continuer sur cet exemple fil rouge. Nous, on définit 5 étapes. Il y a plein de manières de faire une roadmap. Là, on ne vous donne pas un atelier de co-construction de la roadmap, c'est juste de manière un peu high level, mais le but, dans un premier temps, c'est de définir un objectif. Toujours pareil, si on ne sait pas où on veut aller, ça paraît compliqué de savoir comment. C'est un bon moment en vacances dans les Landes, près de la mer. Voilà. Ou même là, ça pourrait être, arriver à 18h pour que à l'heure d'ouverture de l'Airbnb, par exemple. Oui, pour que la personne puisse nous accueillir. Il n'y a rien de plus chiant que d'arriver quand on fait de la location Airbnb, les gens qui arrivent à 2h du matin. C'est ça. Donc, on se définit l'objectif. OK, moi, je vais arriver à 18h dans les Landes. OK, très bien. Peut-être qu'on ne l'attendra pas. On verra. Recueillir les infos. C'est ce que tu disais. Ça va être bison futé déjà. Bison futé. Est-ce qu'il va pleuvoir ou pas à quelle heure l'Airbnb ouvre Est-ce qu'il y a une boîte à clés Est-ce qu'il y a une boîte à clés ou pas Donc, finalement, s'il n'y a pas de boîte à clés, je peux arriver. S'il y a une boîte à clés, je peux arriver plus tard, etc. Voilà, recueillir toutes les infos dont on a besoin. Tiens, où est-ce qu'il y a des stations essence, etc. Est-ce que les enfants ils veulent manger au McDo ou pas? Est-ce qu'on doit sortir de l'autoroute, etc., etc. Troisième étape, identifier les thèmes. Finalement, on va voir quand on a recueilli les infos, on a plein de choses. Il y a des choses qui vont peut-être concerner le logement, d'autres l'essence, d'autres le déjeuner, le surf. Tu parlais des planches de surf, donc les bagages. L'occupation des enfants pendant tout le trajet. L'occupation des enfants pendant le trajet. Donc on va identifier en fait plein de thèmes qui vont émerger. Ensuite, on va les prioriser les uns par rapport aux autres. Ça vaut peut-être pas le coup de, c'est ce que tu disais tout à l'heure, de regarder peut-être l'horaire des marées. Tiens, à quelle heure on va faire du surf dans 2 semaines? On n'est même pas encore arrivé dans les Landes. Oui, il vaut mieux déjà regarder un peu les horaires de départ et à peu près les estimations de bison futé pour savoir s'il vaut mieux partir à 14h ou plutôt à 4h du matin. Exactement. Donc ça vous permettra en fait derrière de prioriser vos thèmes. Donc de dire dans un premier temps, on va faire le côté trafic, dans un deuxième temps, le côté peut-être déjeuner, dans le troisième temps, les courses. Tiens, est-ce qu'on fait un drive ou pas? Est-ce qu'on fait les courses à Paris? Ah ouais, mais on n'a pas de place dans la voiture, etc. Et cinquième étape, finalement, on affiche cette roadmap et on la partage. Bon, là, la métaphore prend un peu de temps. Et non, parce que moi, je pars avec avec mon oncle, je vous l'ai dit, avec oncle et tante, qui, eux, partent pas de Paris, mais partent de Poitiers. Et c'est pareil, en fait, on peut dire, tiens, on arrive à telle heure, est-ce qu'on se retrouve avant, est-ce qu'on se retrouve pas? Vu que Poitiers, c'est pas à mi-route, c'est à tiers de route. Est-ce qu'on se retrouve et qu'après on fait la route ensemble? Est-ce que vous pouvez nous descendre ça et après on se repartage les valises entre les deux voitures? Et peut-être que là, du coup, ils vont nous dire, parce que je partage en disant, tiens, on compte partir le samedi à 4h du matin, dire, ah non, non, vous inquiétez pas, il n'y aura personne sur la route, on le sait, on l'a fait l'année dernière et ça roulait vraiment très très bien. Voilà, le partage d'infos, justement, va permettre aussi de récupérer du feedback de l'externe, de l'interne, et d'affiner votre roadmap et d'aligner justement sur cette vision qui était de passer un moment tous ensemble, d'arriver en même temps. Qui va faire les courses? Il n'y a pas besoin qu'on soit 2 à faire les courses en même temps, ce serait débile, comme développer 2 fois le même produit parce qu'on a 2 équipes. Donc voilà, c'est plein de choses, et c'est de l'alignement en interne, en externe, et de la communication avant tout. Exactement, le but c'est de partager les infos. Là tu vas partager les infos à ton oncle, ça pourrait être nous aux sales ou ce genre de choses. Tu vas peut-être partager les infos au propriétaire de l'Airbnb, tiens, on compte arriver vers tout à l'heure, etc. Donc, ouais. Et donc c'est quoi une roadmap réussie? Nous on a établi plusieurs critères.
Le premier est tout bête par rapport à tout ce qu'on vous a rabâché juste avant, mais déjà, il faut qu'elle soit alignée avec la vision et la stratégie. C'est-à-dire que si finalement votre vision, c'est d'aller passer des bons moments dans les Landes et que votre roadmap, c'est de passer par Strasbourg, puis par Marseille, puis par Clermont-Ferrand, ça ne paraît pas forcément aligné avec l'objectif principal de l'entreprise. Et si on la partage, les gens pourront nous dire peut-être que j'ai l'impression que tu déconnes. Ouais, exactement. Deuxième chose, ça va avec ce que tu dis, c'est qu'elle doit être co-construite. Donc, c'est le product manager qui est responsable, mais il ne travaille pas tout seul. Et il peut s'inspirer des bonnes idées. Donc, il va la co-construire avec les autres équipes en interne. Il va se nourrir de leurs besoins, il va prendre en compte leurs retours, tout ça, le but, encore une fois, c'est un alignement des équipes. Et en fait, si les équipes sont alignées, ça résout quand même tout un tas de problèmes et de frustrations. Il va également la co-construire avec l'externe, donc les utilisateurs, les partenaires, les clients, les prospects. Il va devoir faire des updates auprès de ces gens-là. Finalement, si on les update pas régulièrement, si le propriétaire de l'Airbnb, en fait, vous avez 4 heures de retard et que vous lui dites pas, il va rester devant sa porte pendant longtemps. On va essayer d'avoir peu d'étoiles à la fin. On aura peu d'étoiles, il sera pas content, etc. On peut aussi leur rappeler notre stratégie pour leur dire, voilà pourquoi nous, on a priorisé ce projet avant tel autre. Voilà pourquoi on n'a pas priorisé celui-ci. C'est parce que nous, pour info, on va dans les Landes. On ne veut pas aller à Marseille. On ne veut pas aller à Brest. Donc non, on n'a pas pris de parapluie. On fait le pari qui fera beau. Donc on a dit aligné avec la vision, co-construite. Troisième chose, non engageante. C'est ce que disait Mathieu tout à l'heure. Non engageante et qu'on revoit régulièrement. Parce que la roadmap, comme on disait tout à l'heure, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qui va bouger. Il va falloir s'adapter au quotidien. C'est pour ça qu'en fait, elle ne peut pas être engageante. C'est qu'on va devoir s'adapter en permanence et la revoir en permanence. Et finalement, elle fonctionne aussi à roadmap que si les utilisateurs sont au courant. Si les utilisateurs sont au courant et si cette vision, toujours, elle est claire, comprise et cohérente avec nos envies du moment. Je vais reprendre l'exemple à un moment où, pendant mes vacances, je pars dans les Landes, toujours. Et pourquoi j'aime bien aussi aller faire des barbecues en famille. L'année dernière, on part, hop, pas de barbecue finalement, parce que c'était le plan grand feu, donc le propriétaire Airbnb avait enlevé les barbecues. Ça ne change pas ma vision du moment convivial pour aller déjeuner, prendre l'apéro. C'est juste que ma roadmap, qui était aller chercher du charbon et aller faire le barbecue pour le préparer, ça s'est changé en aller à Leclerc, essayer de trouver une grande plancha. Le charbon s'est transformé en aller chercher une grande rallonge pour pouvoir quand même le faire au milieu de la table dans le jardin. Et voilà, en fait, j'ai gardé ma vision initiale, j'ai updaté ma roadmap et tout le monde était d'accord pour dire on migre sur la plancha, c'est toujours aussi sympa, c'est moins sympa, mais ça marche aussi. Et voilà. Et en fait, l'objectif de cette roadmap, ce que je vais vous faire comprendre à travers ça, c'est que vraiment, il y a un côté non engageant. C'est vraiment, allez-y par étapes, c'est des étapes que vous avez identifiées. Et il peut y avoir des aléas, ça va changer. Évidemment, plus elle est proche d'aujourd'hui, moins elle va changer. Plus elle est loin et plus elle risque de changer. Alors on le verra après dans la construction de roadmap. Mais dans tous les cas, c'est pas un contrat que vous allez signer avec le sang et un engagement fort que vous prenez envers vos clients. C'est vraiment de l'outil de communication. C'est ça, exactement. Donc effectivement, en général, le projet que vous êtes en train de faire ou que vous allez attaquer dans une semaine, bon, lui, en général, il ne bouge pas. Mais pour le reste, plus on est dans le futur, plus ça risque de bouger. Typiquement, un changement de loi, si demain il y a un changement de loi qui fait que vous êtes obligé d'intégrer une nouvelle fonctionnalité ou de changer votre produit, et que vous étiez engagé auprès de vos clients de dire « Ah là, ce mois-ci, on va vous développer tel module », non, en fait, si vous le faites bêtement, vous n'allez pas pouvoir, de l'autre côté, mettre à niveau votre produit en fonction de la législation. Donc, évidemment, ça va bouger, ça va changer. Et voilà, c'est souvent un problème, ce côté non engageant, mais par définition, une roadmap ne peut pas être engageante. Et dernier critère qu'on a mis aussi dans le côté roadmap réussi, qu'on oublie un peu parfois, mais c'est une roadmap qui ménage un petit peu la chèvre et le chou. Donc, quand on dit la chèvre et le chou, on entend par ça le build et le run. C'est-à-dire qu'en fait, un produit ne meurt jamais. Donc, c'est-à-dire que votre produit, votre logiciel, vous allez rajouter des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux modules, etc. Mais il faut aussi maintenir et faire évoluer toutes les fonctionnalités existantes. Et donc, votre roadmap, il faut à la fois que vous y priorisiez des nouveaux modules à haute valeur ajoutée, mais il y aura aussi des améliorations de features existantes et aussi, ce qu'on oublie souvent, la réduction de la dette technique. Donc ça, on va vous en parler un peu plus bas dans nous, comment on la prenait en compte. Mais c'est pareil, il faut aussi être sûr que votre maison, vous n'allez pas que faire des nouvelles pièces, vous allez aussi entretenir votre maison au fur et à mesure pour qu'elle ne s'écroule pas. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas toujours évidentes à argumenter et à placer dans une roadmap.
pas toujours évidente et pas toujours fun. C'est vrai que dans un backlog de produits, il faut quand même considérer qu'on a 70% de pas fun, qui est le quotidien de la maintenance évolutive de ce qui existe, pour pas que ça perde en valeur. Et les 30 autres pourcents, je vais réduire. Il y a une partie qui est de l'effet un peu waouh, mettre des étoiles et de la poudre un peu de perlimpinpin partout. Mais dans les 30% qui restent, il y a quand même au moins 20-25% qui est un peu le différenciant, les nouvelles fonctionnalités, rajouter de la valeur. Mais voilà, donc cette roadmap, elle doit contenir quand même un peu de tout. C'est pas juste toujours rajouter une cerise sur le gâteau, puisqu'à la fin, on a déjà utilisé cette image-là, mais on a un panier de cerises. On peut passer sur les outils. On peut passer sur les outils parce que normalement, on avait dit une demi-heure et on a déjà bien débordé. C'est ce que je suis en train de voir. Mais surtout, n'hésitez pas, s'il y a des questions, à nous stopper. Il y avait une question. Ah bah super. Sur comment construire la roadmap sans être consensuel. Si on a choisi de ne pas satisfaire les demandes des sales, comment co-construire avec eux sans générer de la frustration et du rejet et donner l'impression qu'on se moque d'eux? Je pense que l'exemple qu'on donnera à la fin sur, alors c'est peut-être prétentieux, mais sur comment notre framework à nous, ça peut potentiellement donner une réponse. Ça peut apporter une réponse et après la question, on va la garder plus pour la fin parce que c'est une question qui mérite de prendre du temps. Ouais. Mais c'est une très bonne question et c'est souvent tout le problème. Oui, parce qu'elle met l'humain au centre et quand il y a l'humain au centre, on ne peut pas avoir une réponse qui va satisfaire automatiquement 100% de la population. Pour te spoiler, effectivement, le but, c'est pas juste d'être dans de la discussion et dans de l'humain, mais de ramener des choses à des concepts un peu rationnels et des critères de priorisation. Et si tout le monde est d'accord sur les critères, normalement, il n'y a pas de frustration. Mais c'est pour ça qu'on disait... Il y en a, mais on la comprend. En tout cas, c'est pour ça qu'en amont, on disait le but, c'est déjà d'une vision, une stratégie claire et donc un alignement des équipes. Parce qu'en fait, si les équipes sont alignées derrière une vision commune, ils vont mieux comprendre pourquoi tel projet n'est pas priorisé. Si les équipes ne sont pas alignées, là, tu as raison, c'est un peu poulet sans tête et chaque équipe va vouloir prêcher pour sa paroisse. Mais on répond après. Tac. Donc, on reviendra dessus. Donc là, c'était pour comment on l'a construit, quels sont les éléments clés. Une dernière slide sur les outils, et après on parle justement à nous, notre retour d'expérience, puis on prendra vos questions. Là, c'est quels sont les différents outils qui permettent de gérer la roadmap. Là, on va aller assez vite. Pourquoi ? Parce que finalement, les outils, nous, c'est toujours pareil. Un outil, ça répond à un besoin. Un outil en tant que tel ne sert à rien. Avoir un tournevis pour avoir un tournevis ne sert à rien. Visser une vis, si c'est pour accrocher un cadre, ok. Et ce qu'on dit souvent, c'est une image que vous avez peut-être déjà entendu, que vous pourrez réutiliser, mais si on n'a qu'un marteau en main, tous les problèmes sont des clous. Et voilà. Exactement. Donc, on évite de trop dire il faut utiliser tel outil, pas tel autre. Tout dépend de votre besoin et de votre objectif. Après, on peut parler de modèles globalement de roadmap. Il y a un peu deux grands modèles. Il y a un modèle plutôt type Gantt, qui est vraiment un calendrier, un planning. Le Gantt, c'est celui que vous maîtrisez le plus, qui est le plus connu, où on va dire sujet 1, il va être traité de telle date à telle date, le sujet 2 de telle date à telle date, sujet 3 de telle date à telle date. Il peut y avoir plusieurs streams, donc plusieurs flux de valeurs, parce qu'il y a plusieurs équipes qui peuvent travailler en parallèle ou autre. Et ça se trouve, l'équipe 1 va travailler sur le premier trimestre, deuxième trimestre, et sur le quatrième trimestre, l'équipe 2 plutôt sur 2 et 3 parce que c'est un gros projet qui va suivre. Et ce qui se passe souvent quand on travaille comme ça, alors bon là, ça marche très bien, on a fait des très très belles choses avec des cycles en V ou autres, mais on a tendance à gérer un peu quand même du décalage. C'est-à-dire que quand un sujet décale, tout décale en cascade. On va tout décaler en cascade par défaut et il n'y a pas de mouvement, on va dire. Il devrait y en avoir. Dans le Gantt, c'est pas obligé qu'il n'y en ait pas. Il devrait y en avoir, mais souvent, on va dire que c'est plus simple de pousser le tas de sable. Et le tas de sable, il grossit, il grossit, il grossit. Et au bout d'un moment, il faut effectivement réussir à déprioriser certains sujets pour refaire quelque chose qui soit lisible et réaliste. L'autre outil, c'est Notre modèle. Notre modèle, voilà. Là, on va parler de modèle plus que d'outils, qui est plutôt moi ce que j'utilise. C'est aussi ce qu'on utilisait avant, et moi c'est ce que je pousse aussi, mais c'est en horizon de temps, c'est-à-dire avec les choses à faire. Et ces choses à faire, il y a des choses à faire maintenant. Il y a des choses à faire dans un futur proche, un futur lointain, et dans un horizon de temps indéfini quelque part. Donc, quand on dit futur proche, futur lointain, moi, ce que je mets, c'est du 3-6 mois. Futur lointain, c'est dans l'année. Et encore plus loin, c'est on y pense, mais ce sera dans l'année prochaine, au moins. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les choses qui sont à faire maintenant,
on n'y touche plus, à moins que le projet il montre qu'il n'a plus aucun intérêt, etc. Parce qu'il y a une législation qui est passée ou ce genre de choses. Donc finalement, il n'y a pas de besoin, on s'est trompé, on s'est lancé dans un truc alors que personne n'en avait besoin. Donc on cut complètement, mais sinon, ici, ça ne bouge pas. Dans les choses qui sont à faire dans les 3 mois, il y a déjà du mouvement en fait. Il y a peut-être des choses, parce qu'il y a des choses importantes qui sont arrivées, qu'on va prioriser par rapport à d'autres. Mais si tout est chamboulé tout le temps, c'est qu'on a quand même un problème de priorisation. Donc l'objectif, c'est qu'à 3 mois, on a quand même une idée à la grosse de ce qui va arriver. Quand on arrive sur ce qu'on va faire dans l'année, là, il va y avoir du mouvement, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer en un an. Mais normalement, on devrait quand même pouvoir dire que 50% des choses qui sont dedans, on va sûrement les voir sortir. Et puis c'est pareil, si on décale finalement que quelque chose qu'on est en train de faire maintenant, on avait estimé que ça prendrait moins de temps que prévu, et que finalement on déborde, et on enlève des choses et on les décale. Mais voilà, on essaye de faire des boîtes, et dans ces boîtes-là, on ne peut pas mettre trop d'items pour faire sortir automatiquement les items avec un système de débordement. Et après, on a l'horizon de temps, c'est-à-dire les sujets qui sont intéressants. On aimerait pouvoir les faire, mais on est tous d'accord pour dire que ceux-là sont plus prioritaires. C'est ça. En fait, on ne cristallise pas en disant ça sera à tel moment, on est juste en train de dire qu'est-ce qu'on doit faire tout de suite, qu'est-ce qu'on fait juste après, et puis qu'est-ce qu'on fera plus tard. C'est plus simple en général de prioriser comme ça, et il y a moins de débats sur plutôt que mars, je préférerais avril. Globalement, c'est est-ce qu'on doit le faire tout de suite, juste après, ou on attend. En fait, tout ce qu'on va travailler, la livraison de valeur, il faut penser qu'elle est ASAP. Quand on fait un planning, finalement, c'est qu'on essaie de planifier le ASAP. Mais en réalité, toutes les équipes produits, que ce soit les développeurs, le marketing, les sales ou autres, on essaie de sortir les choses au plus tôt. Il n'y a personne qui arrive en disant je vais bien les faire chier aujourd'hui, je vais sortir ce truc-là plus tard. Tiens, je vais prendre mon temps. Non, on essaie toujours de faire au mieux. Donc, il faut garder quand même ce principe-là en tête. Et donc, il n'y a même pas besoin forcément de mettre de date. Il vaut mieux prioriser dans l'ordre de qu'est-ce qui est utile maintenant. Et plus les sujets sont hauts dans la pile, plus il est récent dans l'ordre des choses à faire, et on dépile dans cet ordre-là. Donc on est d'accord que plus c'est loin, plus ça va bouger. C'est fou. Comme quand je pars dans les Landes, quand je pars de Paris, arriver à Saint-Arnoux, qui est pas très loin, le GPS, je sais qu'il va se tromper de 2-3 minutes, mais je sais par contre que mon arrivée dans les Landes, elle peut bouger, elle, sur un delta de plusieurs heures. J'ai déjà connu un plus 16 heures, par exemple, parce qu'il y a des aléas. Et c'est le même principe, en fait, quand on fait avec de l'horizon de temps. Ça, c'est un peu pour les 2 grands modèles. Ensuite, autre chose, nous, on différencie, on voit aussi qu'il y a souvent différentes roadmaps en fonction du public auquel vous adressez. Si c'est une roadmap en interne, vous communiquez auprès des équipes en interne, finalement, la roadmap, elle peut contenir des projets qui ne vont pas forcément parler aux utilisateurs ou parler au marché, des projets pas forcément vendeurs, qui peuvent être des projets techniques, de refonte, de migration, des choses comme ça. Si vous communiquez en externe, là, c'est différent. C'est-à-dire que vous allez mettre en avant que ce qui produit de la valeur. Ça ne sert à rien de parler de choses qui ne vont pas apporter de la valeur à l'utilisateur. Justement, vous allez plutôt axer votre roadmap autour de la valeur et pas de fonctionnalité. Ça, c'est plutôt dans le messaging, etc. Mais l'important, c'est pas de dire on va vous ajouter telle feature. C'est plutôt qu'est-ce que vous allez y gagner à la fin grâce à ce projet. Quelle est la frustration à laquelle on va répondre? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire que vous pourriez faire maintenant grâce à nous? L'exemple, là, c'est pas aller au McDo, mais c'est on va pouvoir manger et passer un bon moment. Voilà. Ça. Il y a l'exemple de l'iPod aussi qui dit plutôt que de dire on va vous permettre d'augmenter votre stockage de 500 gigas, ça pourrait être vous pourrez écouter 3 fois plus de chansons. Là, ça me parle, parce que 500 gigas, je sais pas combien de chansons ça représente. Et en plus, une roadmap, elle est quand même axée valeur et pas solution. Donc finalement, pour augmenter le nombre de chansons, ça pourrait être. Il y a plein de solutions différentes. Ça pourrait être augmenter la taille du stockage, ça pourrait être brancher une clé USB sur l'iPod, ça pourrait être réduire la taille de chaque chanson. La compression automatique. Ça pourrait être plein de choses. Dans les roadmaps externes, on évite justement, pour être non engageant, ce côté temporel, engagement temporel. Et on voit souvent dans des roadmaps externes ce qu'on appelle des statements of direction. C'est plutôt justement dans quelle direction on va, quels sont les prochains projets qu'on va rajouter au produit, mais il n'y a pas toujours d'horizon temporel. Et ensuite, sur les outils, honnêtement, on va aller très vite parce qu'encore une fois, ça dépend complètement de l'objectif que vous avez. Mais je peux en citer plusieurs. Dans les plus connus, on a Monday, on a Jira, on a Google Slide, parfois tout bêtement. Nous, on va voir que c'était des post-it. Oui, parce que je suis très, très papier. Il y a du Product Board, du AA, du Frill, du Trello. Il y a plein d'outils, mais là, comme ça, il n'y en a pas un qui est bien et l'autre pas bien. Ça dépend. Est-ce que justement, vous permettez à vos utilisateurs de contribuer à la roadmap ou pas? Est-ce que c'est uniquement pour
communiquer en interne, uniquement en externe. Donc ça, ce serait bête de faire. Parce que moi, par exemple, j'utilise Klaxoon, tu vois que tu n'as pas noté. Eh ben, voilà. Donc Klaxoon ou Ayobeya. Donc il y en a plein, ça va dépendre de la taille de l'entreprise, de l'argent que vous êtes prêt à mettre dans un outil. Exactement. Voilà. Hop. Et du coup, la dernière chose, et puis là, à la limite, on peut continuer à partager l'écran. Oui, c'est justement. Voilà, après, c'est les questions. C'est justement de vous partager un peu un exemple concret. On devrait essayer de répondre à la question de Vincent sur finalement des exemples concrets, nous, de notre vie professionnelle. Et l'exemple qu'on voulait prendre, c'était un peu nous, notre framework d'élaboration et de revue de roadmap qu'on avait dans l'entreprise où on a travaillé ensemble pendant 4 ans avec Mathieu. Déjà, c'était en cycle. Une roadmap, c'est quelque chose qu'on a dit, en tout cas en filigrane, et je le redis vraiment avec mes gros sabots, mais c'est quelque chose qui vit et sur lequel il faut revenir régulièrement. Si on la regarde qu'à chaque fois qu'il y a un décalage ou quelque chose à ajouter, on rate quand même quelque chose de primordial, qui est le suivi de la roadmap. Oui. Et ça vit tout le temps. Donc autant regarder régulièrement de ça. Donc déjà, en fait, ce qu'on avait mis en place, c'était pareil. En fait, tout est... Comment ? Que le support qui était le mur, elle était dans l'open space. C'était des post-it collés sur un mur. C'était des post-it collés sur un mur en plein milieu de l'open space où il y avait où tout le monde passait, comme ça tout le monde pouvait le voir, et il y avait une revue mensuelle. Exactement. Avec tout le monde. Toute l'entreprise était invitée. Maintenant, il y a la loi des 2 pieds ou ce genre de choses, donc tout le monde ne vient pas. Mais en tout cas, il était important pour nous d'avoir des représentants de chaque service pour que les opérationnels, les sales, le marketing, la R&D, tout le monde puisse contribuer, voir. Être au courant. D'ailleurs, dans l'idéal, on aurait on aurait aimé, mais on n'a jamais vraiment pu aller jusqu'au bout, d'inviter des clients pour la voir. Et pour les clients, en fait, on prenait des photos et parfois on masquait des choses qui étaient vraiment limites à d'autres clients. Ouais, pour les clients, on avait un équivalent Google Slide quand même. Parce que oui, les post-it c'était en interne, et pour l'externe, on avait un équivalent Google Slide avec un beau template, etc. C'était plus chouette que le mur de post-it, mais le mur de post-it, si vous allez sur notre LinkedIn, vous le verrez, et il est vraiment beau. Et l'intérêt, comme tu dis, c'est que c'est vivant une roadmap. Et donc déjà, le côté mur de post-it, ça fait que on passe tout le temps devant. Et c'est très facile de bouger de post-it. Si votre roadmap elle est au fin fond d'un outil sur lequel vous n'allez jamais, vous ne la voyez pas évoluer et vous n'allez pas bouger des sujets les uns par rapport aux autres. Là, c'était vivant, voilà, dans la vie quotidienne des gens. Oui, ça faisait vraiment mal au cœur aux sales quand on prenait un ticket et qu'on le... Non, on n'a jamais fait ça. Mais on avait quand même une poubelle en bas de la roadmap. Oui, on va parler de cette poubelle. Donc, point mensuel. Point mensuel, avec tout le monde. Qu'est-ce qui se passe ? Vu qu'on est par horizon temporel et qu'on regardait ça tous les mois, on commençait par le mois en cours pour savoir si finalement déjà, ce qui était en cours, on était plutôt dans les clous ou plutôt dans les choux. Voilà, c'était déjà une... Et voir même si on avait terminé quelque chose. Comme ça, au moins, les autres personnes peuvent être au courant. Si on avait terminé quelque chose, effectivement, je ne vais pas vous dire qu'il y avait une petite célébration, mais en tout cas, on prenait le ticket, on l'enlevait et on savait qu'on allait faire une très belle sprint démo, sprint review avec une préparation et un lancement, etc. Donc on le mettait de côté et il passait quelque part dans une autre étape. Et puis parfois, je me rappelle de commerciaux ou de gens qui ne sont pas dans les daily, etc., qui disaient « Ah, c'est cool, ça c'est terminé, top, je vais pouvoir en parler, il y a tel client qui est intéressé. » Donc rien que ça permettait encore une fois de réaligner les gens en disant « Voilà, ça c'est terminé, vous pouvez être au courant et en job done. » Après, on passait justement sur le mois d'après. Enfin, pas sur le mois d'après, c'est plutôt sur le trimestre. Je vous ai dit, moi j'étais au trimestre semestre, donc le futur proche. Et en gros, l'idée c'était de représenter à nouveau ce qui allait arriver. Est-ce qu'on est encore tous alignés pour dire que la priorité, c'est bien sur tous ces sujets-là ? Voilà. Et là, déjà, il y avait peut-être des oui ou des non. Peut-être des commerciaux arrivaient en disant « Ah, en fait, j'ai un nouveau besoin. Pour moi, il faudrait vraiment le sortir dans les 6 mois. » Là, on avait une technique déjà pour savoir s'il rentrait facilement dans la roadmap ou s'il rentrait au forceps avec des gros débats. Vas-y, je te laisse le dire. Tu parles des critères. Hein. Les critères, enfin la vision. Et c'est là qu'on va commencer à répondre à Vincent. C'est justement nous. Encore une fois, avant la roadmap, on avait une vision et une stratégie côté produit. On avait bâti 3 objectifs produits principaux. Et en fait, on se demandait, parce qu'en fait, on avait même une boîte à idées. Donc, parfois, c'est le commercial qui levait la main, qui dit tiens, est-ce qu'on pourrait ajouter ça ? Mais même, on permettait à tout le monde. Oui, il y avait un tabouret avec des post-it, un crayon, et tout le monde pouvait ajouter son idée. Pendant le mois entre les 2 points. Quoi. Et du coup, au moment du point roadmap, si les gens n'avaient pas rajouté, on discutait, mais sinon, on dépilait justement les post-it de cette boîte à idées. Et en fait, pour chaque post-it, on regardait est-ce qu'il répond au premier objectif stratégique, produit ou pas ? Si oui, on collait une gommette dessus.
Est-ce qu'il répond au deuxième? Si oui, on collait une deuxième gommette. Est-ce qu'il répond au troisième? Si oui, on collait une troisième gommette. Et finalement, là, on touche un peu du doigt à la question de Vincent, je pense, c'est qu'on avait établi ces critères, pour le coup, au moment de la vision et de la stratégie, donc ils étaient partagés depuis toujours, et normalement, l'entreprise était alignée derrière. Et donc là, si finalement, un post-it, on lui collait 0 gommette dessus, on se pose des questions. On se pose des questions. On se dit, alors, parfois, c'était bon. Ça, c'est un gros manque, c'est un trou dans la raquette de notre produit. On sait que c'est un manque, ok, on va le faire. Mais dans 99% des cas, on disait, bah, écoutez, factuellement, ça ne répond pas aux objectifs du produit. Ça ne veut pas dire que le post-it est débile, hein, mais ça veut dire qu'en tout cas, nous, il ne nous aide pas à aller dans notre direction. Donc, il y avait une poubelle juste en dessous, ben, on le mettait dans la poubelle. Mais voilà, ou là, alors, on était dans une discussion. parfois, quand on était un peu consensuel, parce que ça arrive, On était très loin. on le mettait dans horizon lointain si une opportunité se crée, que l'équipe double ou que vraiment ils reviennent. Mais tout ce qui était dans horizon lointain, il y avait quand même une phase qui était limite de l'archive. Et on savait que si ce truc-là n'avait pas évolué pendant les 2, 3, 4 prochains points roadmap qu'on faisait ensemble, le post-it, la colle allait sécher, il allait tomber de lui-même naturellement dans la poubelle qui était en dessous. Mais sinon, effectivement, on les enlevait. Mais c'est plus facile pour quelqu'un d'accepter que quelque chose ne rentre pas parce qu'il ne correspond nulle part, en fait. Il mène pas du tout là où on veut aller. C'est effectivement, l'idée est bonne. C'est comme mettre des bonbons sur une pizza parce que tout le monde aime ça, quoi. Mais finalement, si on dit que c'était pas le but de la pizza parce qu'on voulait faire un truc sympa au barbecue ou autre et que de toute façon le goût il n'irait pas, c'est plus simple, on le prend, on l'enlève en disant non, l'idée n'est pas bonne. Et surtout, on évite en fait de cristalliser la discussion sur des convictions personnelles, où finalement le commercial va dire si, moi je pense que c'est important, le product manager va dire non, je pense que c'est pas important. Là, on est vraiment en train de dire est-ce que ça répond à ces critères-là? Et à la limite, ce que ça peut créer comme discussion, c'est est-ce qu'on devrait revoir ces critères? Est-ce que nos critères sont toujours adaptés? Si finalement, à chaque fois, tous les nouveaux tickets, il n'y a aucune gommette dessus, c'est peut-être qu'à la fin, nos critères sont peut-être pas pertinents. Mais dans ce cas, à la limite, on revoit les critères, puis on repriorise notre roadmap. Mais ça sert à rien de se prendre la tête entre personnes sur des tickets. Oui, parce que souvent, après, on juge le messager. Enfin, on a l'impression de juger le messager et pas le message. Et donc, moi, vraiment... mes tickets, vous les prenez jamais, genre de choses. On a déjà eu mes tickets, on les prend jamais alors qu'on prend toujours les siens. Oui, mais regarde, tous les siens ont 2 gommettes à chaque fois. Enfin, c'est à minima, les tiens, ils en ont toujours 0. Donc forcément, il y a un moment, c'est les siens qui vont passer. Mais voilà. Justement, ces fameux tickets qui avaient des gommettes, pour le coup, quand on disait ah bah ouais, bonne idée, regardez, il y a 1, 2, parfois 3 gommettes, jackpot. Après, la question, c'était de dire où est-ce qu'on le met dans la roadmap. Et là, on refait la conversation que tu as dit tout à l'heure, c'est finalement, est-ce que ça change la priorisation en cours? Est-ce qu'on devrait arrêter ce qu'on fait et le faire? Alors normalement, non. On Normalement, commençait après dans l'horizon de temps court terme. Est-ce que finalement, on a dit tout à l'heure en court terme que le prochain projet, c'était le projet A. Est-ce que cette nouvelle idée qu'on vient d'identifier, elle remet cette priorisation en cause? Oui, non. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous impliquez, ça va aussi sur la question de Vincent, c'est que vous mettez les gens devant leur... Ils doivent arbitrer, dans le sens où finalement, si la personne vous dit « Ah ouais, c'est vraiment plus important que le prochain projet, on le met là. » Ok, on est d'accord que du coup, le deuxième ticket, là, sur lequel, au dernier point, vous aviez tous dit c'est super important. Ça veut dire qu'il arrive dans l'année maintenant. Il arrivera plus tard. Ah ouais, mais non, c'est vraiment dommage et tout. Donc voilà, là, ça force les gens à eux également se positionner, prioriser, et pas simplement se reposer sur le product manager. C'est pareil aussi, si vous faites ce travail-là tout en groupe, c'est hyper facile en fait de prioriser, déprioriser en 1-1. Parce que finalement, l'idée de Charles, finalement, qui arrive, qui nous dit c'est plus prioritaire que ce sujet-là, et c'est le sujet porté par Léopold, il peut dire oui, on le dépriorise. Si Léopold n'est pas là pour... Et quand Léopold, après, il revient nous voir en disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, en fait, là, c'est un point qu'on fait devant tout le monde. Et donc, si à un moment Charles dit ça, ce sujet est plus important, peut-être que Léopold, qui n'est pas le product manager, qui est un autre sales, il va dire non, moi je mets mon veto, et ça va créer aussi du débat, des vrais arguments, plus que j'ai raison ou c'est moi qui est la plus grosse. Ça va être uniquement centré sur le product manager. Finalement. Ça va être les gens aussi entre eux qui discutent. C'est ça, l'objectif du product management, c'est d'arbitrer à la fin. Mais si tout le monde est d'accord, quelque part, alors c'est pas parce que c'est la majorité qui sont forcément d'accord, mais si tout le monde arrive déjà à se mettre d'accord, ça enlève une épine du pied parce qu'on a moins d'humains à gérer et plus de produits. Et après tout, c'est quand même ça qu'on préfère. Exactement. Et dernière chose, comme ça après on donne un peu sur les questions, mais on avait dit qu'il fallait ménager la chèvre et le chou. Nous, pour info, on avait 2 roadmaps. Une roadmap produit qui était gérée notamment par moi, puisque j'étais le product manager. Et il y avait aussi une roadmap tech. Et là, elle était gérée par les techs. Donc les techs géraient leur roadmap. Ils avaient leurs critères de priorisation à eux, ils avaient leur chantier. Et on leur laissait le leadership sur cette roadmap. Et après, nous, quand on priorisait les sprints, finalement, on essayait
en bonne intelligence, donc là, c'est là qu'il faut bien s'entendre aussi avec l'équipe de développement, finalement, on se disait, tiens, on est en train de faire tel projet produit, ce projet, est-ce que vous voyez un projet dans votre roadmap tech qui, justement, ça ferait sens de le prendre maintenant? Ah ouais, tiens, si on en est là, ce serait cool de migrer aussi cette version. Ah très bien. Et le but, c'était finalement de faire fonctionner les deux roadmaps ensemble. Ça fonctionnait plutôt bien. Oui, parce que de toute façon, il y a 3 critères un peu dans de la priorisation, hein, mais il y a la valeur business qui va rentrer en ligne de compte avec la contrainte budgétaire qu'il peut y avoir, le manque d'argent ou le coût même qui va être associé à ça. Il y a la ligne un peu de criticité temporelle, c'est-à-dire qu'il y a des choses, je ne sais pas qui vous aimez en foot ou en concert, mais en tout cas, un billet de concert, par exemple, au marché noir peut se revendre très très cher pour certains artistes. Une fois que le concert est fini, le même billet, c'est la même chose, il ne vaut plus rien. Alors, sauf peut-être pour un collectionneur, mais sinon, ça ne vaut plus rien. Bon, c'est pareil. S'il y a un énorme appel d'offres qui sort pour telle date, avoir telle fonctionnalité avant, ça peut être un gros atout. Une fois que l'appel d'offres est passé, finalement, on s'en fout. C'était juste pour gagner quelque chose. Donc voilà, je ne dis pas que c'est vraiment intelligent de mettre ça dans ces roadmaps, mais ça donne une idée. Et après, il y a l'opportunité aussi. C'est-à-dire que parfois, tiens, tel projet, si on le fait ça nous donne aussi l'opportunité, nous, côté tech, de pouvoir travailler là-dessus et de résoudre la dette technique complète sur cette vieille techno. On va en profiter. Donc voilà, il y a ces 3 critères-là qui vont se croiser. C'est là où peut y avoir parfois des heurts avec les sales, parce qu'ils vont utiliser la criticité temporelle en disant « Ah, je le veux maintenant parce que j'ai tel call avec le client dans telle date. » Et là, ça peut tout chambouler. Mieux vaut être à l'opportunité en disant « Ah tiens, en fait, il y a ça et ça. J'ai peut-être l'opportunité de pouvoir faire ça en plus. » Mais voilà, c'est tout ménager la chèvre et le chou et les différentes équipes parce que ça ne marche pas toujours. Et puis, je vous dis, l'humain, on n'a pas toujours les mêmes objectifs derrière ou cette même vision ou ce même accord. Donc, on est obligé de prendre le temps de discuter. Exactement. Est-ce que déjà on a répondu à ta question? On a répondu à tes questions, Vincent, effectivement. On te laissera répondre. Est-ce que ça te crée d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions aussi d'autres personnes? Oui, parce que là on a fini. Normalement on avait dit une demi-heure, on a pris 1 heure. Parce que je monitorais les questions en live, je voyais qu'il n'y en avait pas trop, donc on pouvait prendre un peu plus le temps de développer. Mais surtout pas, si on a d'autres. Nous, on ne va pas couper pile poil à 18h30. Donc, non, on a commencé après, on finira après. Exactement. Et puis, si vous avez aussi, au-delà des questions, ça peut être partagé, vous, comment vous y prenez dans votre entreprise. Ça peut aussi aider d'autres personnes, ça peut nous aider, nous, en disant, nous, on a une autre manière de faire, on fait comme ci, comme ça, voilà les points positifs, points négatifs. N'hésitez pas, le but, c'est de partager des choses. Pareil, dans le partage, là, c'était une entreprise qui était plutôt du style start-up, où ça bougeait beaucoup et c'était assez simple de mettre en place ce genre de truc. Là où je suis maintenant, par exemple, c'est plus compliqué parce que c'est un énorme groupe, une énorme machine de guerre. Notre construction de roadmap ne se fait pas du tout de la même manière. Voilà. Ça va être plutôt plus descendant. Alors, il y a de l'information remontante, mais elle est plus descendante, avec des outils, avec beaucoup de process, et puis des gens qui vont prendre des décisions de toute façon, même sans concertation. Oui, c'est la décision, elle est bonne, forcément elle est bonne. Oui, de toute façon. Donc voilà, on a préféré partager quand même un truc qui est plutôt co-construit qu'un truc qui est imposé aussi. Et puis après, chaque entreprise aura sa manière de faire. Tant que ça marche, c'est bon. Voilà. Il ne faut pas être dans le culte du cargo et se dire tiens, j'ai entendu ça en webinaire, je vais faire pile poil ça. Il faut voir si s'adapter à vos équipes, aux clients, aux utilisateurs, etc. Donc chaque société va trouver sa sauce secrète. Et si ça fonctionne, il ne faut pas se demander mais ça ne respecte pas tel framework, telle méthode. Il n'y a pas de souci. La bonne méthode, c'est celle qui marche. Bon, soit vous êtes timide, soit vous avez envie d'aller prendre l'apéritif. Vous avez vu, on est dehors, on est déjà sur la table pour prendre l'apéro. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va couper. On va juste. Non, mais je vois que Magali, finalement, qui justement pensait que c'était à 12h30, a pu venir. Donc, c'est top. Enfin, j'ai l'impression. J'ai l'impression aussi. Alors, comment vous gérez les demandes clients pressantes où finalement, on n'a pas le choix? On peut allouer une bande passante pour ça, par exemple. Dans ma boîte, on fait payer certaines demandes comme ça pour un peu tester la motivation d'un client. Alors, c'est intéressant comme question. Déjà, je vais faire un premier truc, c'est que est-ce que ça parle de roadmap ou pas? Parce que finalement, si c'est pressant, est-ce que c'est quelque chose que le client veut voir adressé dans une roadmap à un instant T, ou est-ce qu'il veut le traiter tout de suite? Dans ces cas-là, ne perdez pas le temps à le mettre dans la roadmap, juste en communication après coup, ou dans le truc si c'est rapide. Mais voilà, il faut vraiment, pour que ça s'inscrive dans une roadmap,
que ça a une dimension temporelle significative. Voilà, si c'est 5 minutes ou Oui, non, mais mais si c'est un projet de 3 jours j'imagine qu'il qu'on va parle d'un faire tout de projet suite, plus. mais là on C'est va pas une featurette, quoi. on va parler d'un vrai projet qui doit rentrer et tout. Bah là, À toi. c'est toujours la question épineuse, c'est-à-dire que déjà, faut voir, encore une fois, est-ce que c'est aligné avec la stratégie ou pas produit. En fait, à la fin, si on n'a pas le choix, on va perdre le deal si on n'a pas cette feature. Ok, mais derrière, est-ce que c'est du one shot? C'est-à-dire, est-ce que ça va nous permettre de gagner ce deal? Mais à côté de ça, c'est une feature très spécifique. Personne nous la demande. Donc, en fait, c'est bien beau de développer la fonctionnalité pour ce deal et gagner ce client. Mais pendant ce temps-là, on ne développe pas toutes les fonctionnalités demandées par les autres clients. Donc, à la fin, on va peut-être gagner un client à gauche, mais en perdre à droite et avoir un taux de churn. Donc, en fait, il ne faut pas hésiter aussi à remettre dans la balance le management et En fait, les on voit toujours décisionnaires. la chose en plus, ce qu'on a, et on oublie tout ce qu'on n'a pas. Et c'est Exactement. vrai que c'est pas magique, il y a pas plus de gens, etc. On déshabille Paul pour habiller Jacques. Et est-ce que ça vaut le coup finalement d'avoir ce nouveau client pour en perdre X? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir cette nouvelle feature aussi? Qui ça se trouve, on va en plus mettre un paramètre quelque part pour qu'elle soit active que pour lui, Ouais, parce que c'est aucun arrivé. des autres ne le veut, et on l'a eu. Euh, Donc ça, c'est compliqué. En fait, ça, effectivement, c'est souvent le cas dans les startups où ton produit se développe un peu en fonction de tes premiers gros clients. Ça peut marcher au début, parce qu'effectivement, au bout d'un moment, tu, tu es petit, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu as besoin d'avoir des clients, de la notoriété, d'exister sur le marché. Donc au début, ce n'est pas forcément un problème, on va dire, de te nourrir aussi des besoins de ton client stratégique. Par contre, petit à petit, il faut s'en défaire parce que si ta roadmap commence à être très très liée aux demandes d'un client donné, ce client, le jour où il arrête d'utiliser le produit, il part, il dépose le bilan, il y a une réorganisation stratégique dans son entreprise et il décide de plus utiliser votre produit, etc. Vous avez une roadmap qui a été faite sur mesure pour un client et vous êtes coincé. En Donc, plus, vous allez vous demander, mais merde, pourquoi j'ai fait ça à l'époque? C'était pour lui faire plaisir. exactement. Donc, je pense que ça dépend quand même du stade de développement de l'entreprise. Si vous êtes une toute petite startup, oui, peut-être que vous serez en mode, mais on n'a pas le choix, on le fait. Si vous commencez à scaler, à être plus grand, là, je pense qu'il faut se demander, est-ce que c'est aligné ou pas avec nos objectifs? Est-ce que d'autres clients en ont besoin? Quel est le risque à ne pas le faire maintenant? Est-ce que si on le fait dans 3 mois, ça pose problème? Et aussi, pourquoi pas, product manager, il a le droit aussi de faire appel un petit peu aux autres personnes qui l'entourent. Et là, ça peut être une décision où on se met aussi dans une salle et avec l'ensemble des personnes de l'équipe, la tech, les sales, le management, le PM, pour dire bon, qu'est-ce qu'on décide? Est-ce qu'on le fait maintenant? Est-ce qu'on le fait plus tard? C'est quoi le problème si on le fait pas maintenant? Est-ce qu'on doit quand même terminer notre projet en cours parce que on a peut-être d'autres clients pour le coup qui attendent ça? Donc, on n'a pas forcément une réponse toute taillée. Moi, si j'étais un peu le PM buté, je dirais ça, c'est pas une bonne chose. Et non, tant pis, il attendra le prochain train, le client, et on va le positionner dans la roadmap. Maintenant, il peut y avoir des contextes type startup ou quoi, où oui, ok, on est obligé de le faire. Il y a du business derrière et ça va être porteur. Alors déjà, il ne faut pas oublier que ce qui est plus intéressant, de savoir quand est-ce qu'on finit les choses, quand est-ce qu'on les commence. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans une roadmap. Une roadmap, c'est pas quand est-ce qu'on commence, c'est quand est-ce qu'on va les finir. Donc ça, j'ouvre et je ferme directement une parenthèse. Mais après, on garde le côté vision et stratégie. Je vais reprendre mon exemple tout bête avec oncle et tante qui partons dans les Landes. Si à un moment, ils me disent, ah, tiens, en fait, finalement, j'ai plus envie, on va partir plutôt ici, en fait, on n'est plus aligné sur notre vision. Donc, est-ce que je me dis, tant pis, on oublie ce truc-là et il a raison, je vais le suivre maintenant et en fait, je prends une autre direction? Ou est-ce que moi, j'ai vraiment envie d'aller là-bas parce que je vois aussi de la famille et tout ça et je me dis, non, tant pis. On partira pas ensemble. Oui, on partira pas ensemble, nos chemins se séparent. Et là, peut-être qu'il peut me dire, ah oui, si tu viens avec moi, je trouvais ça vraiment sympa quand on partait ensemble. C'est moi qui paye toute la loc et je prends tous les frais à ma charge. Et en fait, ça aide à passer la pilule. Je suis d'accord, c'est quand à un moment ça se sépare, on se dit, tiens, on va mettre de l'argent sur la table, ça va aider. Gardez quand même, est-ce que un moment, ok, on a commencé ensemble, ça s'est bien passé pendant des années, est-ce qu'on a envie de tout gâcher aussi parce qu'à un moment, nos visions, elles divergent un petit peu et on se dit, allez, on va chacun faire un consensus, on va couper la poire en deux. C'est le meilleur moyen en fait d'être frustré nous, d'être frustré lui et de finir une fin de collaboration qui ne vaut plus le coup. Rappelez-vous, c'est une collaboration. Et eux et nous, on a envie d'aller dans la même direction. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on aimait bien demander aux clients leur roadmap à eux, pour savoir aussi eux, quels sont leurs plans, dans quelle direction ils veulent aller. Si finalement on voit qu'ils vont à droite et nous à gauche, on va peut-être créer une discussion.
Si tous nos clients vont à droite alors que nous on va à gauche, on va peut-être se remettre en question et changer notre stratégie. Maintenant, si nous on va à gauche, que l'ensemble de nos clients vont à gauche et que là il y a un client qui dit ah vraiment moi si vous n'allez pas à droite, je m'en vais, bah, on va peut-être se dire oui mais on va pas non plus basculer pour tout changer. Donc en fait votre stratégie, comme on disait tout à l'heure, votre vision et votre stratégie, si vous la changez à chaque fois qu'un client fait une demande, à la fin votre bateau il avancera pas parce que vous irez à droite puis à gauche puis en face puis derrière. Donc il faut quand même garder un cap et être un peu solide sur ses appuis. Au début de la startup, c'est normal d'un peu naviguer en fonction du vent. Bah, ça va créer Mais le produit et voilà. la valeur aussi. Et par rapport au point de Vincent qui dit que dans sa boîte, ils font payer certaines demandes pour un peu tester la motivation. À la limite, nous, quelque chose qu'on avait essayé de mettre en place, mais on n'a pas pu aller jusqu'au bout, c'était d'avoir une équipe un peu ce qu'on appelait écosystème, qui était un peu en dehors des équipes purement produits, qui était presque plutôt côté customer success, mais avec des développeurs, où finalement, s'il y avait des demandes un peu comme ça qui, entre guillemets, devaient passer par la bande d'arrêt d'urgence, bah, elles passaient dans l'équipe écosystème, qui finalement construisait quelque chose pour le produit, pour le client, pardon, en fonction de son besoin, mais en dehors du cœur du produit. C'était une sorte de module autour du produit, c'est pour ça qu'on l'appelait l'équipe écosystème. Comme ça permet de répondre tout de suite aux besoins du client. Ça ne vient pas impacter toute notre roadmap et toute la logique de notre produit en ayant du sur-mesure, etc. Et petit à petit, c'est le genre de module qui peut, si finalement de plus en plus de clients les utilisent, petit à petit faire l'objet d'un projet roadmap pour être réintégré à notre produit. Ouais, c'est ce que j'avais. Avant qu'on travaille ensemble avec Benoît, dans l'équipe qu'on avait, on avait réorganisé comme ça. C'était une start-up qui était en train de scale up, qui grandissait et les termes sont à la mode. Et finalement, en fait, dans cette transformation qu'il y a eu, on a fait une équipe produit et il y avait X équipes clientes. Parce qu'on travaillait à l'époque avec des gros clients. Et en fait, quand on travaille avec un client qui nous a permis de nous lancer, il y a un peu d'émotion dedans. On n'est plus forcément rationnel. On est attaché comme un vieux couple où finalement, on est en train de se bagarrer. Et à un moment, parfois, il faut se séparer. Et ça, je l'avais déjà dit au webinar 2. Donc, à la limite, si tu le réécoutes, tu auras ce message-là. Mais en gros, il y avait notre équipe produit, nos X équipes clientes, parce qu'on avait 3 gros clients qui représentaient 80-70% de la valeur un peu du cash qu'on pouvait brasser, et une équipe qui était Rest of the World, parce que c'était tous les autres clients qui généraient les 30 et 20% derniers. Et en fait, ce qui se passait, c'était ces équipes-là avaient un backlog, et ils étaient en discussion constante avec les clients qui leur faisaient leurs demandes. Et en fait, c'était des équipes proxy qui construisaient par-dessus notre produit des couches d'abstraction pour les clients. Et finalement, pour le client A, ils avaient leur couche d'abstraction et leur version qui n'avait pas le client B. Et ce que faisait notre équipe produit, c'est que régulièrement, en fait, tous les 3 mois, on regardait ce qui marchait le mieux, ce qui fonctionnait bien, on discutait avec les retours, et ce que le client A avait payé, finalement, au bout d'un moment, peut-être qu'on le productisait, et on le rediffusait à tout le monde, ce qui fait que le client B pouvait en bénéficier gratuitement. Enfin, gratuitement, il payait une licence. Oui, mais sans surcoût. Mais ce qui faisait que finalement, notre produit s'améliorait avec les meilleures idées du client A, du client B, du client C. Les derniers qui étaient les petits clients bénéficiaient en fait en payant de la licence de tous les avantages que payaient les gros. Voilà, alors c'est un modèle qui marche quand on est en train de grossir, qu'on est en train de basculer vers du produit pur, mais ça a donné une idée et ça a permis aussi de bien fonctionner dans la priorisation. Après, il faut avoir quand même quelque chose qui ressemble à quelque chose parce qu'on avait quand même 4 équipes pour les clients, déjà plusieurs équipes, qui avaient 6-7 personnes dedans. C'était des équipes en plus très pluridisciplinaires dans lesquelles on avait pu réussir à mettre des développeurs, un PO, un Scrum Master, le Key Account Manager et un Sales parfois. Ouais, c'est top. Donc c'était des équipes où les gens ils comprenaient toutes les problématiques d'un coup, et aussi bien les Sales que les développeurs, puis ils étaient dans la même équipe. Et il y avait une équipe produit, évidemment, qui reprenait tout. Mais bon, ça, tout le monde ne peut pas non plus se permettre au niveau de son organisation de mettre ça en place. Et du coup, ouais, ça touche. Enfin, c'est un peu comme ce que disait Vincent, quoi, où au final, oui, le client A payait. Comme disait Vincent, ça permet aussi de tester sa motivation. S'il dit ah non, non, je suis pas prêt à payer, c'est que c'est pas si important pour lui. Et ça permet aussi de, comme tu dis, de tester les bonnes idées. S'il y avait 0 retour, qu'on voyait que finalement ça servait à rien, que c'était jamais utilisé, que c'était juste une feature qu'il voulait un caprice, bon, ça restait un caprice pour lui. Ça vient pas impacter le produit. À l'inverse, si c'est une bonne idée, ça vient enrichir le produit. Donc ça, c'est le top, quoi. Si vous avez suffisamment d'équipes et que vous pouvez faire comme ça vous permet à la fois de gérer les moments tendus, d'avoir une sorte comme ça d'équipe buffer qui peut gérer les gros enjeux sales ou quoi, mais avoir vraiment une équipe produit sanctuarisée. Voilà. Sur ce,
Je pense qu'on va vous libérer. Bon, je crois qu'il n'y a pas d'autres il y a questions. pas eu Enfin, s'il y en a d'autres une questions en autre, il n'y a cours. pas de souci, mais on n'en a pas vu d'autres pendant. Bon, s'il y en a eu d'autres, on va dire à Vincent de venir nous rejoindre et discuter directement à côté à un Oui. moment où on aura le temps. Il n'y a pas de souci. Hein. Effectivement. Non, ben, en tout cas, de toute façon, vous aurez le replay à dispo pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Pour ceux qui ne sont pas arrivés à cause du petit problème d'horaire, bah, ils auront le replay aussi. Ils auront le replay. On fera le retour aussi côté organisation de bien faire attention, de synchroniser parce que les uns sont sur LinkedIn et les autres regardent plutôt Livestorm. Et pareil, après, n'hésitez pas aussi à soit à vous abonner ou à regarder en tout cas les trucs pitch parce que les prochains webinaires qui seront annoncés sur leur compte. Alors parfois, nous, on reposte, mais parfois, on oublie. Et donc, voilà, n'hésitez pas. Comme ça, vous saurez tout. N'hésitez pas. Et puis, s'il y a besoin de prolonger des discussions, vous pouvez nous contacter sur LinkedIn sans problème. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas. Bonne fin de journée à vous tous. Profitez bien du beau temps et au prochain webinaire. Voilà, à plus.